Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pinet et Sophie Audugé. Comme on pouvait s'y attendre, le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité de la loi mettant en pratique le pass vaccinal, une validation qui pose question. On écoute une partie de l'allocution de Jean Castex hier soir. Je veux ce soir vous préciser le calendrier dans lequel nous pourrons, courant février, lever la plupart des restrictions prises pour freiner l'épidémie à la faveur du nouveau pass vaccinal qui entrera en vigueur lundi prochain. Vous avez bien entendu, alors que la compatibilité de la loi avec la Constitution était étudiée par le Conseil constitutionnel, le Premier ministre a fait fi de cet état de fait pour annoncer, avant même que l'avis du Conseil constitutionnel soit rendu, l'entrée en vigueur du pass vaccinal, d'où notre grand débat. Pass vaccinal, Castex a-t-il forcé la main du Conseil constitutionnel? Et pour le moment, vous êtes 92% à dire oui. Avec nous, Benoît Simian, député ex-LREM, aujourd'hui membre du groupe Libertés et Territoires de Gironde. Benoît Simian, bonsoir. Bonsoir. Franchement, ça pose question. Ces propos du Premier ministre hier soir et la validation cet après-midi, c'est faire fi de l'existence du Conseil constitutionnel, non? D'abord, on ne force pas la main du Conseil constitutionnel. Dans ce type de texte, seul l'intérêt général compte. On force encore moins la main de personnalités comme Laurent Fabius qui préside le Conseil constitutionnel, ou Alain Juppé, Jacques Mézard, les fameux 9 sages. Même si j'ai perdu ma naïveté par rapport à la séparation des pouvoirs, hein, moi je suis un élu girondin, donc je suis attaché à la séparation des pouvoirs de Montesquieu. Néanmoins, je ne crois pas à un passage en force. Le Conseil d'État a été saisi avant que la loi arrive sur les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat. On voit bien la récupération politicienne des oppositions sur ce sujet-là. Donc non, je crois que le Conseil constitutionnel a eu une position de sage, d'équilibriste entre la protection de la santé, puisque c'est ça ce dont on parle, et la libre communication des pensées et des opinions, qui est un droit les plus précieux de l'homme. Donc on voit bien qu'ils ont tout étudié avec le sens de l'équilibre afin qu'il n'y ait pas d'atteinte disproportionnée à cette liberté fondamentale, notamment qui est la liberté d'expression. C'est ce que je retiens aujourd'hui de cette décision du Conseil constitutionnel. Philippe Bilger. Monsieur le député, très aimablement dit, je constate qu'avec beaucoup de talent, vous ne répondez pas à la question de Philippe David. Mais je vais me permettre, pour moi, l'alternative est simple. Comme vous, je considère que Jean Castex n'a pas forcé la main du Conseil constitutionnel. Je n'imagine pas qu'il ait pu avoir, en tant que Premier ministre, une telle désinvolture qui m'apparaît très peu plausible. En revanche, une seconde branche de l'alternative que, par exemple, j'ai beaucoup vu dans le domaine judiciaire où, durant 40 ans, j'ai eu parfois des affaires sensibles où j'ai été le témoin d'autres gestions, pourrait me laisser penser qu'en dépit du caractère intrépide des conseillers dont vous avez parlé, ils aient pu officieusement prévenir le Premier ministre de ce qui allait être décrété officiellement plus tard. Je crois plutôt à cette hypothèse qu'à celle qu'évoque très vigoureusement l'interrogation de Sud Radio. Benoît Simian. Oui, je partage cette analyse. En effet, il y a parfois les bornes sont dépassées de la part des autorités judiciaires. Et Emmanuel Macron lui-même avait dit, souvenez-vous, qu'ils viennent me chercher. Donc il avait constaté à un moment donné des dérives du système judiciaire. Mais là, c'est pas de ça dont on parle. On parle aujourd'hui d'une décision du Conseil constitutionnel, donc l'autorité suprême de notre pays qui veille au respect des droits et liberté de chacun. Et là, je vous le dis et je réponds à votre question très clairement, on ne force pas la main du Conseil constitutionnel. Pas dans une démocratie comme la France. Donc nous sommes en phase sur ce sujet et encore moins la main de personnalités comme Alain Juppé. Voilà. Clairement, c'est des personnalités qui font leur travail avec le sens de l'intérêt général et dans ces cas-là, seul l'intérêt général compte. Céline Pina. Céline Pina. Oui, je partage cette analyse. En effet, il y a parfois les bornes sont dépassées de la part des autorités judiciaires. Et Emmanuel Macron lui-même avait dit, souvenez-vous, qu'ils viennent me chercher. Donc il avait constaté à un moment donné des dérives du système judiciaire. Mais là, c'est pas de ça dont on parle. On parle aujourd'hui d'une décision du Conseil constitutionnel, donc l'autorité suprême de notre pays qui veille au respect des droits et libertés de chacun. Et là, je vous le dis et je réponds à votre question très clairement, on ne force pas la main du Conseil constitutionnel.
Moi, je suis d'accord. Je ne pense pas du tout que la main du Conseil constitutionnel ait été forcée. D'abord, je rappellerai que une fois qu'on a voté la loi, avoir un ministre ou un Premier ministre qui se félicite de ce qu'elle a été votée alors que le Conseil n'a pas encore statué sur la loi, c'est un grand classique. Donc, ça n'est pas arrivé qu'une seule fois, ça a dû arriver une centaine de fois. Mais là, ça va plus loin. Il dit quand même, ça rentrera en application lundi. Ça va plus loin que se féliciter du vote de la loi. Parce qu'en fait, d'habitude, le temps de sortir les décrets d'application, ça met un petit peu plus de temps. Là, il se trouve que dès le départ, on savait que la loi allait être votée rapidement pour être mise en application très rapidement. Donc, probablement, les décrets d'application étaient rédigés en même temps que l'on rédigeait la loi. Voilà, cette accélération, elle est logique. Rappelez-vous aussi de toutes les difficultés qu'il y a quand derrière, vous avez des professionnels qui doivent s'adapter, changer peut-être la manière, ouvrir ou fermer. C'est quand même assez important de pouvoir leur donner le top départ très très vite. Donc il n'y a absolument rien qui puisse éveiller le soupçon. Et rappelons aussi que le Conseil constitutionnel, quand il veut être contrariant, il sait parfaitement l'être. Par exemple, la loi Avia avait été beaucoup mise en avant. Elle a été quasiment retoquée dans son entièreté par le Conseil constitutionnel. Rappelez-vous, lorsqu'elle avait eu la loi sécurité globale, la question de communiquer, de voir le visage, par exemple, des policiers, ça avait fait l'objet d'un article 24 qui avait été censuré alors qu'il avait été très défendu par le gouvernement. Et on pourrait en citer énormément. Et là, d'ailleurs, dans cette loi-là, il y a 1 ou 2 articles qui ont été aussi bloqués parce qu'ils étaient mal faits. Si on prend simplement la loi sur la gestion de la crise sanitaire du mois d'août, rappelez-vous, l'isolement automatique des cas positifs avait été refusé justement parce que ça semblait une atteinte trop forte aux libertés publiques. Il y avait eu aussi les licenciements des CDD qui ne voulaient pas se vacciner, qui avaient été refusés également. Donc on a vu que le Conseil constitutionnel savait s'opposer quand il estimait que juridiquement le gouvernement allait trop loin. Benoît Simion. Y compris sur la loi sanitaire. Oui. Benoît Simion. Oui, je pense qu'en effet, le Conseil constitutionnel a travaillé dans la sérénité. Ils ont examiné le sujet des réunions politiques en mettant un bémol sur ce sujet-là. Également la question de la durée de tout ce dispositif en disant attention, c'est bien pour une durée limitée. Donc ils ont mis des garde-fous, une réponse adaptée et proportionnée. Mais je ne pense pas que des pressions aient eu lieu. Moi, je vais vous dire, personnellement, je suis pour l'obligation vaccinale. Je pense qu'on a sans doute créé une usine à gaz. On voit bien ces questions que l'on se pose, passe vaccinal. Moi, je suis cheminot, pas obligé dans les TER, mais obligé dans les trains intercités. Enfin, il faut faire attention à pas tomber dans l'usine à gaz, pas tomber dans l'infantilisation. Je crois qu'il faut faire appel au discernement des responsables, de toute nature qu'ils soient, responsables politiques, responsables d'entreprise. Vous savez, moi je suis un territoire rural, le bon sens paysan, comme on dit dans le Médoc. Superbe région que le Médoc. Sophie Audugé. Oui, bah écoutez, pareil, je pense que là, pour le coup, la loi, on savait très bien. Généralement, c'est quand même des personnes qui connaissent parfaitement l'appareil politique, à la fois ceux qui font les lois, enfin qui rédigent les lois, qui les présentent, qui les font voter, et puis ceux ensuite au niveau de l'essage du Conseil constitutionnel. Donc tout le monde savait très bien ce sur quoi ça pouvait achoper ou pas. On a l'habitude, effectivement, Céline rappelait un certain nombre de lois récentes sur lesquelles, effectivement, on a eu des désaccords où le Conseil constitutionnel a fait entendre sa voix. Bon là, on est quand même dans une situation où au niveau du droit, ils arrivent à faire passer... ils savent très bien ce qui va poser problème de ce qui ne posera pas problème. On est également dans un contexte quand même hyper tendu au niveau du pays. Tout le monde en a ras-le-bol. On a envie que ça se passe relativement bien. Tout le monde n'arrête pas de dire que ça aurait quand même été beaucoup plus simple, qu'on ait une obligation vaccinale au moins pour les plus de 50 ans et pour toutes les personnes qui étaient soit immunodépressives, soit avec des risques de comorbidité, de manière à ne pas avoir des traitements comme ça, comme vient d'expliquer monsieur par rapport au transport, qui sont complètement kafkaïens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en dehors de faire une énorme erreur qui serait de fait recalée par le Conseil constitutionnel, je pense que
dans l'ensemble de l'appareil politique, à la fois les sages et à la fois ceux qui sont au pouvoir, on a plus envie de faire profil bas et puis d'avancer le plus sobrement possible pour que les gens reprennent un petit peu une vie normale, parce que je crois qu'on est arrivé à un moment de tension avec ce qui se passait à l'école et puis dans la rue qui devenait quand même absolument insoutenable. Hein, donc, bon. Benoît Simian. Oui, je crois que le Conseil constitutionnel, comme je l'ai dit et je le répète, a examiné ce texte de façon sérieuse. Ils mettent quand même un bémol, je le disais, sur les réunions politiques. Donc on voit bien quand même, ils alertent et ils font appel au bon sens des responsables politiques pour les fameux meetings politiques. C'est là-dessus où d'ailleurs également en séance à l'Assemblée nationale, nous avons eu des débats également sur le sujet du pass vaccinal pour les mineurs. Donc, on voit bien que c'est un sujet extrêmement délicat. Moi, je suis rangé derrière la ligne d'Édouard Philippe, qui est de dire obligation vaccinale. Vous voyez, les Français sont un peu las de tout ça. Passe sanitaire, passe vaccinal. Ils ont compris que la meilleure arme pour sauver des vies, c'est le vaccin. Et ça, c'est incontestable. C'est la science. Et nous, politiques, on n'est pas là pour faire de la science. On écoute les chercheurs, on écoute les médecins et naturellement, c'est le droit à la santé qui aujourd'hui doit primer. C'est une liberté, c'est un droit constitutionnel, le droit à la santé, hein. Au même titre que le droit à la liberté d'aller et de venir. On voit bien que le juge constitutionnel a examiné ça, raison gardée, avec le sens de l'équilibre. Direction le 0826 300 300. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir David, bonsoir à vos intervenants. Oui, j'entends bien que tout le monde s'accorde à dire que le Conseil constitutionnel, dans sa grande sagesse, a fait des choix. Moi, je dis que effectivement, il n'a pas subi de pression. Mais je pense parce que tout simplement, il n'y avait pas besoin. Savez-vous que M. Fabius a un fils qui a une société de communication et qui a curieusement été choisi par l'Élysée. Alors, non, il n'est pas actionnaire. Alors ça, je ne sais pas. Par contre, il y en a un qui travaille chez McKinsey et on parle beaucoup des contrats accordés à McKinsey au Sénat ces derniers jours. Ça, oui. Voilà. Il y a aussi celui-là. Donc, bien entendu, je n'en tire aucune conclusion. C'est évident. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on le sache. Hein ? Alors, justement, on va poser la question aux députés. Merci Marie-Christine. Benoît Simian, quand on voit qu'en ce moment, d'après ce que je vois, il y a un des fils de Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel qui travaille chez McKinsey, quand on voit les rémunérations que touche cette entreprise pour des études qui pourraient, à mon avis, enfin de l'avis général, c'est pas moi qui le dis, être réalisées par la haute fonction publique, est-ce que ça pose pas question sur les conflits d'intérêts ? Moi, vous ne m'entraînerez pas sur ce terrain-là. Le fils de Laurent Fabius, c'est le fils de Laurent Fabius. Il a le droit de faire carrière dignement. Et au même titre, si ma fille demain exerce dans telle ou telle compétence, je ne vois pas pourquoi elle devrait faire les frais du positionnement de son papa qui fait de la politique. Donc, honnêtement, là, je trouve que c'est le terrain du populisme, voire du caniveau. Vous ne m'amènerez pas sur ce terrain-là ce soir. Philippe Bilger. Monsieur le député, vous êtes aussi bon que la dernière fois. Mais mais tout de même, si vous me permettez, je vais tenter de répondre désespérément à la question de Sud Radio. Moi, je ne discute en aucun cas la rectitude des raisonnements collectifs du Conseil constitutionnel. Je ne considérais pas comme absurde l'interrogation qui se demandait pourquoi Jean Castex, dans son discours, avait fait comme si la décision du Conseil était acquise. Je continue à penser, en dépit de votre argumentation, qu'il a pu y avoir une connexion officieuse entre Laurent Fabius et le Premier ministre, qui, Laurent Fabius, annonçant un peu avant l'heure la tonalité de ce qui s'est décidé. J'ai connu ça et même à l'égard d'un Conseil constitutionnel, je pense que ça peut être possible. Qu'est-ce que vous en pensez, Benoît Simian ? Ou alors on est dans le grand complot ?
J'ai pas été encore juge constitutionnel, donc je sais pas tout à fait comment ça se passe dans le détail. Néanmoins, ce que Ça je peux viendra vous dire, peut-être. c'est qu'il travaille à huis clos, que tout ça est hermétisé, et naturellement, il y a probablement des échanges de bon ton, comme il y en a avec les conseillers d'État lorsqu'une loi est soumise pour avis au Conseil d'État. C'est de bon ton afin d'éviter que certaines, j'allais dire, coquilles traînent dans le texte. C'est plutôt sain d'aller prendre conseil, comme un justiciable peut le faire auprès d'un avocat, le Premier ministre il le fait auprès du juge constitutionnel. Donc qu'il y ait eu des débats entre nous dans une démocratie, c'est plutôt sain, et que le juge constitutionnel conseille ou alerte ici et là, ça va dans le bon sens. Je vais vous dire aujourd'hui, moi, mon inquiétude par rapport à la séparation des pouvoirs, elle est ailleurs. Je viens de voir ce soir encore, Claude Guéant. On voit qu'il y a quand même un calendrier judiciaire qui s'accélère pour les personnalités politiques. Je trouve qu'on a dépassé les bornes avec nos anciens chefs de l'État qui sont souvent salis. Jacques Chirac y a eu droit, maintenant c'est Nicolas Sarkozy. Donc il faut faire attention avec cette justice politique. Mais là on n'est pas sur le terrain du Conseil vous êtes pour que les anciens chefs d'État aient une... Vous êtes pour que les anciens chefs d'État aient une immunité à vie, comme dans certains pays? On voit bien, et l'expérience nous le montre, qu'aujourd'hui, tous les chefs d'État, après avoir exercé les plus hautes responsabilités de notre pays, et c'est pas rien, être au service de la chose publique, aujourd'hui ils sont salis. Et ce que je suis pas, moi j'ai jamais été du côté de Nicolas Sarkozy politiquement, mais je vois que le traitement qui est infligé est lamentable. C'est même plus de la chasse à l'homme, c'est de la chasse à court. Donc si vous voulez, on voit bien qu'il y a en effet une justice politique, et ça c'est insoutenable. Et je pense que le débat doit être sur ce terrain-là. Mais par rapport aux libertés fondamentales, on voit bien que les personnalités qui défendent nos libertés, c'est des personnalités qui ont exercé les plus hautes fonctions. Il y a Alain Juppé aujourd'hui, il y a Jacques Mézard qui était ministre de l'aménagement du territoire, Laurent Fabius également qui a été Premier ministre. Donc ces personnes-là connaissent bien les arcanes et donc sont les meilleurs pour nous représenter, garants de nos libertés fondamentales. Merci beaucoup, Benoît Simion, député. Heureusement que Philippe David va m'interdire d'intervenir. Parce que vous avez 15 secondes, vous avez 20 secondes. Non. Il y avait des choses à dire entre nous. Mais je trouve, monsieur le député, vous exagérez un tout petit peu. Ça n'est pas de la faute de la justice si ces personnes ont été soupçonnées et condamnées. Hein. On aurait souhaité une intégrité de toutes parts. Ça n'est pas de notre faute. Hein. Merci Philippe Bilger pour ce dernier mot. Merci Benoît Simion, député du groupe Liberté et Territoire de Gironde. Verdict sur Twitter, passe vaccinal. Jean Castex a-t-il forcé la main du Conseil constitutionnel? Vous êtes 92% à dire oui sur Twitter. Vous aimez le ski, vous aimez la montagne, vous aimez les Pyrénées, les amis? Le ski ne m'aime pas. Hein. Oui, depuis le début de la semaine, on aime un peu moins le ski, oui. Oui, effectivement, oui. Effectivement, écoutez, on va prendre la direction des Pyrénées, on va prendre la direction de Lucin-Sauveur, Lussardiden, pour faire le point de la saison touristique, et parce que les vraies voix y seront vendredi prochain, en direct depuis Lussardiden. Restez bien avec nous sur Sud Radio.